Mes chers camarades, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du modèle économique de la chaîne et de Nota Bene, comment ça fonctionne tout ça. Bref, tous les secrets de fabrication et de la YouTube Money dans cette super vidéo blog avec un montage digne de, je sais pas, disons, George Lucas, voilà. Quoi qu'il en soit, le modèle économique de Nota Bene aujourd'hui, c'est quoi ? Eh bien, c'est trois sources de revenus principales. On a tout d'abord les revenus YouTube. Alors, les revenus YouTube, ça équivaut à quoi? En gros, les revenus YouTube, si on prend une moyenne à l'année, on peut convenir que 1 million de vues, c'est 900 € environ. Et je dis environ parce que tout dépend de la date finalement, de la durée des vidéos, de plein de choses. Il y a plein de paramètres qui influent finalement sur la monétisation. Au mois de juillet, avec 1 million de vues, on va faire 500 balles. Au mois de décembre, on va faire 1600, et donc on est très content, on peut acheter plein de cadeaux. Voilà, donc c'est des revenus qui sont très fluctuants et qui dépendent aussi de la récurrence de nos sorties vidéo. S'il y a un mois, on ne sort pas de vidéo, c'est compliqué. Tout ça pour dire que les revenus YouTube, c'est pas ce qui permet en général de vivre un vidéaste. Et aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait un seul vidéaste culture, science en France qui vivent uniquement de ça. À mon avis, c'est pas possible parce que ça impliquerait un nombre beaucoup trop élevé de revenus et de vues tous les mois. Moi, pour vous donner une idée, j'oscille entre... alors pour les mois où je fais vraiment rien, comme peut-être 800 000, 900 000 vues, et 1,6 million. Voilà, en gros, c'est à peu près les chiffres que je fais tous les mois, donc je vous laisse faire les calculs. Sachant que sur ces sous-là que l'on touche, eh bien, la plupart des vidéastes, on est relié à ce qu'on appelle un network, une espèce de régie publicitaire qui est censée nous aider à développer la chaîne, etc. Et pratiquement toutes les grosses chaînes qui ont pignon sur rue ont un network, parce que ça peut avoir certains avantages, comme le fait, par exemple, de ne pas se faire scanner par le robot Google, ou voilà, de pouvoir nous protéger un petit peu contre les revendications de droits d'auteur, pas tout le temps, mais c'est possible. Moi, dans mon cas, dès qu'une vidéo parle de guerre, par exemple mes vidéos sur la Première Guerre mondiale, elles sont systématiquement démonétisées par Google, parce que, eh bien, il associe guerre au fait que ça soit pas compatible avec la vente de pubs, parce que les annonceurs n'ont pas envie d'être associés à des images un peu sales. Donc à chaque fois, mon network est obligé de contester le plus rapidement possible en disant à YouTube « Eh oh, c'est une émission d'histoire, c'est pas un truc où on va voir des gens en train de se faire massacrer en Syrie, par exemple. » Et donc là, ils peuvent remonétiser ma vidéo, mais parfois ça prend un jour et j'ai perdu une bonne partie de la monétisation, puisque cette monétisation, les vues se font sur 2 jours, 3 jours maximum. On fait à peu près les vues d'une vidéo, quoi. Ce network, il m'apporte aussi une audiothèque dans laquelle je peux aller piocher pour les musiques, et ça c'est assez pratique. Mais en gros, pour tous ces services-là, il me prend un pourcentage de mon chiffre d'affaires YouTube. Alors, au départ, quand j'ai signé, hein, ils sont venus me chercher très tôt, c'était 40%. 40% de mon chiffre d'affaires. Donc, sur cette moyenne de 900 € en million de vues, eh bien, il y a 40% qui partaient au network. Ce qui était un petit peu compliqué. Donc, au fur et à mesure, j'ai négocié. Aujourd'hui, je suis plus à ces taux-là et j'en suis vraiment très content. Mais il faut considérer que en moyenne, aujourd'hui, c'est entre 10 et 20% que prennent les networks. Moi, c'est exactement ce que me prend mon network. Et ensuite, il y a d'autres revenus YouTube, enfin d'autres revenus liés à la chaîne, en plus de ces revenus YouTube. Il y a Tipeee, et ça, pour moi, ça a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai pu me dire « Ok, ça y est, là, c'est mon métier, quoi. » C'est-à-dire que Tipeee, c'est pour moi la source la plus stable et sereine de revenus, puisque il y a une certaine récurrence qui s'installe dans les dons des abonnés, et ça me permet d'avoir vraiment un prévisionnel d'un mois sur l'autre qui est assez fiable. Et je sais que, sauf si demain je fais une vidéo pro-Hitler, a priori, il n'y a pas 50% des gens qui me soutiennent qui vont se barrer du jour au lendemain. Et ça, c'est hyper rassurant. Et donc il y a une progression qui est lente, mais qui est, voilà, il y a une progression faible, mais qui est là, au fur et à mesure des mois, qui fait que Tipeee, en tout cas, il y a toujours cette rentrée d'argent, et qu'elle est stable,
Et aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de ma rémunération, en fait, hein. C'est vraiment sur ça que se joue une bonne partie de mon salaire. Là, actuellement, j'oscille souvent entre 1350 et 1500, 1600 euros par mois, sachant que sur cette somme, Tipeee prélève 8%, et ensuite, ben, moi, je touche le reste. Il faut bien avoir conscience qu'après, que ces sous de YouTube et Tipeee, moi je les mets sur un compte pro, hein, je suis auto-entrepreneur, et donc comme tous les auto-entrepreneurs, eh bien, je paye des cotisations, ce qui est normal, comme tout patron, comme tout entrepreneur, et donc là, après, on a, je sais plus, je crois que c'est une vingtaine de pourcents de cette somme cumulée qui se barre, du coup, à l'État, aux cotisations, etc. Et puis ensuite, il me reste ce qui me reste. Il y a une troisième source de financement sur la chaîne, c'est les épisodes de commande. Alors, les épisodes de commande, actuellement sur la chaîne, j'en ai pas fait beaucoup, je crois qu'il y a dû en avoir peut-être 3 pour l'instant. Il y avait eu Joyeux Noël, avec la Première Guerre mondiale, la fraternisation dans les tranchées. Ensuite, il y a eu le Musée du Louvre, qui a été une collab absolument énorme, et génial, qui m'a ouvert plein de portes, puisque par la suite, il y a énormément de musées, d'institutions qui m'ont contacté pour faire des choses. Là, dernièrement, il y a eu le Berry, où on m'a contacté en me disant est-ce que ça t'intéresse de parler du Berry, parce que c'est une super région, il y a plein de trucs à raconter, et pourtant, il n'y a pas grand monde qui vient, parce que le Berry, c'est pas très loin des châteaux de la Loire, et que du coup, les châteaux de la Loire éclipsent un petit peu le Berry. Et les épisodes de commande, il y en a d'autres qui vont arriver, tout au long de l'année. J'ai pas envie que ça soit un épisode sur 2, hein, qu'on soit bien clair, mais je pense que c'est un truc qui est assez cool, parce que moi ça me permet de dégager des budgets supplémentaires pour payer typiquement des collaborateurs, hein, que ce soit cadreur, monteur, mixeur, un ingénieur du son, enfin que sais-je. Ça c'est vraiment hyper cool, ça permet de débloquer des budgets supplémentaires même en post-production parfois. Ça permet d'avoir des budgets pour acheter du nouveau matériel, et j'en parlerai dans un autre vlog, mais je suis en train de renouveler tout mon matériel actuellement, et ça coûte pas mal, donc il faut pouvoir dégager des budgets, et donc il va y avoir des trucs, mois de juillet il y aura un mois Première Guerre mondiale, bientôt au mois de mai sur la chaîne de Lina, donc pas sur ma chaîne, il va y avoir 3 films sur la propagande, courant septembre il y aura peut-être un autre film dans le style du Berry, pour mettre en avant une autre région qui va se faire. Bref, tout ça fait que compose l'écosystème on va dire économique de Nota Bene, et vraiment de ce qui se passe là sur la chaîne. En dehors de la chaîne, Lina, on pourrait le sortir un petit peu de la chaîne, puisque c'est pas sur la chaîne. On peut avoir des trucs comme Lina, voilà, où on me commande des épisodes. Il peut y avoir des collaborations, comme je suis en train de faire avec Arte Créative, où j'ai une série de prévues pour la fin d'année sur l'utilisation de l'histoire dans le jeu vidéo. Et donc là, eh bien, je suis payé en tant qu'auteur, hein, tout simplement, parce qu'au départ, je devais réaliser tout le truc, et je me suis dit, bon, j'ai pas le temps, je vais aller droit dans le mur, et je vais faire un truc pourri si jamais je me focus sur ça, je vais pas avoir le temps de tout faire. Donc je me suis dit, je me mets à l'écriture, et en réalisation, j'aurai quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, eh bien, c'est Régis, qui travaille également sur Nanarland, donc je suis très heureux de collaborer avec lui, et ça va être, je l'espère, génial, cette série. Donc voilà, là je suis rémunéré en droit d'auteur, potentiellement il y a peut-être d'autres trucs qui vont se débloquer après, comme peut-être des petits billets dans des magazines que j'écrirai, pour parler d'histoire. Potentiellement, ça c'est un truc qui va rentrer aussi en compte dans le modèle économique. Et puis, bien évidemment, il y a le livre que j'ai écrit, où là aussi, je suis rémunéré en tant que droit d'auteur. Alors ça, j'ai déjà été rémunéré pour l'écriture du livre, c'est ce qu'on appelle un avaloir, c'est-à-dire qu'il donne une avance sur les recettes. Et ensuite, on verra dans 1 an ou 1 an et demi, je sais plus, si le livre a tenu ses promesses, si c'est correctement vendu ou pas, si du coup eh bien, ça a remboursé l'avance ou pas. Alors si ça n'a pas remboursé l'avance, tant pis pour l'éditeur. Si ça a remboursé l'avance, ils commenceront à me rembourser au fur et à mesure ce qui a dépassé de mon avaloir. Et donc là on verra.
D'ailleurs, petite nouvelle hein, là-dessus, moi je viens d'apprendre que mon livre va être traduit en chinois, donc j'en suis super content et assez étonné. Tout ça, ça me permet aujourd'hui de vivre de mon activité sur YouTube, et j'en suis hyper content, parce que j'ai une liberté qui est phénoménale, et je peux continuer à m'intéresser à plein de trucs, et à faire des trucs, les trucs que je veux, hein, finalement. Je me pose pas de barrière, c'est-à-dire que là, je vais aller, je suis invité à un colloque d'histoire en Italie pour aller donner une conférence. Bah, je vais y aller, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur comment ça se passe à un colloque d'historiens, ça sert à quoi, c'est qui les gens qui y vont, comment c'est organisé, combien ça coûte, voilà, enfin des questions qu'on se pose pas, mais qui finalement sont assez intéressantes. Et puis juste après, je vais embringuer sur le Hellfest, où là, ça va être beaucoup plus rock'n'roll, et puis je vais pouvoir aller interviewer des groupes. Bref, je fais vraiment ce que j'aime, j'espère que ça se voit à l'écran, j'espère que vous profitez toujours des émissions, et que pour vous, la qualité, elle est toujours là, au rendez-vous, et c'est aussi grâce à vous, parce que vous suivez l'émission, parce que vous me soutenez sur Tipeee, parce que vous rendez l'émission visible, ce qui me permet après d'entamer des collaborations, que j'arrive à dégager des budgets pour eh bien, faire continuer la chaîne, pour acheter du matériel encore et toujours, pour passer à des qualités supplémentaires, pour engager du staff sur les épisodes ou les gros épisodes qui vont arriver. Tout ça, je vous le dois, j'en suis conscient, et je pense que ma réussite, je la dois à beaucoup de boulot, mais aussi à beaucoup de chance et beaucoup de soutien de votre part. Donc je voulais encore vous remercier. J'espère que ce petit épisode sur le système économique un petit peu de la chaîne eh bien, vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on verra pour faire un autre numéro ou pas. Voilà, moi je vous fais des bisous. À la prochaine!